Allez, on va parler, si vous le voulez bien, de Gérald Darmanin, omniprésent ce week-end. Longue interview chez nos confrères du Parisien, la une du journal du dimanche avec Bruno Retailleau. Et on en sait davantage sur sa feuille de route. On va en parler avec vous, Florian Tardif, notre spécialiste politique. Et puis on va commenter tout cela avec nos invités du soir. Et notamment, la mesure dont on a beaucoup parlé, c'est sa volonté d'isoler les 100 plus grands narcotrafiquants. On l'écoute et puis on parle du reste aussi ensuite. L'objectif, c'est un premier objectif de symbole pour marquer fort, de prendre la centaine, c'est ce que j'ai demandé à l'administration pénitentiaire, d'identifier deux personnes qui seraient responsables de réseaux en lien avec le ministère de l'Intérieur, qui ont évidemment ces informations, pour pouvoir montrer qu'on va arrêter en France de commander son trafic de sa prison ou de commander des assassinats de sa prison ou de menacer des magistrats, des greffiers, des avocats, des agents pénitentiaires de sa prison. Et avant d'ouvrir le débat avec mes invités du soir, j'accueille avec beaucoup de plaisir Emmanuel Chambaud, secrétaire général UFAP UNSA Justice. Bonsoir Emmanuel Chambaud. Comment avez-vous jugé les déclarations de votre nouveau ministre de la Justice? Est-ce que ça va dans le bon sens? Écoutez, oui, ça va dans le sens de la continuité de ce qui avait été engagé avec le précédent ministre. C'est-à-dire que suite à l'assassinat de nos deux collègues par des narcotrafiquants au mois de mai dernier, le 14 mai dernier, une circulaire avait été faite au niveau de l'administration pénitentiaire de lutte contre la criminalité. Et cette lutte contre la criminalité prévoyait justement d'isoler un petit peu ces détenus à sphère importante, on va dire, des autres détenus pour pouvoir justement les empêcher de réaliser leur trafic ou leurs exactions de l'intérieur de nos prisons. Alors, la question qu'on se pose, c'est une question technique. Comment les identifier? Comment effectuer tout cela d'un point de vue technique? Alors, il faut savoir que déjà à l'intérieur des prisons, nous avons le service national de renseignement pénitentiaire qui suit déjà ces détenus-là et d'autres détenus dans le cadre de leur mission. Donc, on a déjà une partie de ces narcotrafiquants qui sont identifiés. Certains, malheureusement, ne le sont pas tous. On l'a bien vu dans ce qui est arrivé le 14 mai dernier à Incarville, où le détenu Amra n'avait pas été identifié en tant que tel. Mais la majorité quand même de ces détenus sont déjà suivis par nos services. Il y a aussi, lorsqu'ils sont écroués dans les établissements pénitentiaires, normalement une notice du juge qui permet d'appréhender aussi leur importance dans les trafics de stupéfiants qui se livrent à l'extérieur. Alors l'autre sujet aussi sensible, c'est la lutte contre les téléphones portables. Comment gérer la chose aussi? Alors, la lutte contre les téléphones portables, c'est là le fond du problème, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, de l'intérieur des prisons, en fait, les détenus peuvent passer librement des coups de téléphone par les portables qu'ils obtiennent par des moyens illicites, soit par des projections extérieures, soit par des livraisons par drone, soit par l'introduction par des personnes qui leur rendent visite à l'intérieur des prisons. Alors, il y a plusieurs moyens de lutter contre ça. Un des moyens, c'est le déploiement massif des brouilleurs dans les prisons. C'est déjà le cas, on l'a renforcé suite à Incarville. Donc là, c'est en train de se déployer dans beaucoup d'établissements. Mais pour lutter efficacement contre ce fléau que sont les portables en détention, il va falloir aussi sécuriser nos prisons, car malheureusement aujourd'hui, on n'a pas assez d'équipements pour lutter contre les drones ou pour contre les introductions qui sont faites par les personnes qui rendent visite aux détenus, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous ne fouillons plus systématiquement les détenus quand ils ont une rencontre avec l'extérieur. Restez avec nous si vous le voulez. On ouvre le débat avec nos invités du soir et vous intervenez dès que vous le souhaitez. Réaction, petit tour de table autour de ces premières mesures. Puis on parlera également du duo, et non pas du duel, entre Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Puisque Gérald Darmanin a parlé de duo et de véritable synergie avec M. Retailleau. Oui, ce que dit ce syndicaliste sur les moyens est tout à fait exact. On sait très bien qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis dans la pénitentiaire, pas assez de construction de prisons, des programmes en retard, des promesses jamais tenues et puis reportées. Mais il n'y a pas que ça. Et notamment en matière de brouillage de portables, avant que l'évasion sanglante d'Amra force les pouvoirs publics à agir enfin et à installer des brouilleurs. Moi, j'ai suivi des expériences. Alors, de mémoire, c'était en Haute-Saône, dans une maison d'arrêt, parce qu'on entendait que c'était des problèmes techniques qui empêchaient d'être parfaitement efficaces quand on installait des brouilleurs. Et en fait, c'était pas vrai. C'était des préoccupations de
de paix sociale. Dans les prisons où ça fonctionnait, vous aviez des détenus qui passaient à l'émeute. Donc, c'était pas possible. Et ça a été mis en sommeil à cause de ça. Tant mieux si ça a été relancé. Il n'y a pas que les moyens qui comptent. Il y a aussi la volonté politique, comme toujours. Alors, écoutez la réaction également de Béatrice Bougère, que vous connaissez, qui est magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats à Force Ouvrière, qui a réagi justement sur cette volonté d'isoler les narcotrafiquants. Écoutez, c'est très intéressant et on poursuit le débat ensemble. L'isolement, en fait, ne permettra pas de toute façon de régler le problème, puisqu'en fait, tout le temps, on peut faire recours de cet isolement, on peut faire appel devant un juge d'instruction, on peut faire appel devant la chambre d'instruction, on peut faire appel devant le tribunal administratif, etc., etc. La vraie solution, c'est pas ces demi-solutions qui peuvent avoir un intérêt dans un temps très très court, c'est de faire ce que font depuis très longtemps les Italiens ou les Espagnols et d'autres, c'est-à-dire construire des établissements de haute sécurité dédiés au profil à ces profils. Pourquoi les Italiens l'ont fait ? Ils l'ont fait parce qu'ils ont eu un magistrat qui a été assassiné, qui était le juge Falcone. Et quand le juge Falcone a été assassiné, ils ont eu une espèce de prise de conscience. Nous, on aurait pu avoir cette prise de conscience. L'affaire Amra aurait dû être ce traumatisme, j'allais dire. Il l'a été d'ailleurs pour la pénitentiaire, ils sont encore traumatisés, mais aurait dû être ce traumatisme de dire « Attendez, là, on est au pays des bisounours, là, c'est plus possible ». Emmanuel Chambon, vous avez écouté Béatrice Bougère, vous êtes d'accord ? En partie, oui. Effectivement, l'évasion d'Amra et l'assassinat de nos deux collègues a été pris de manière, j'allais dire, partielle par les autorités, les plus hautes autorités de l'État. Alors, on a signé un protocole, il y a des choses qui avancent. Néanmoins, effectivement, face à ces narcotrafiquants qui ont des moyens, disons-le, illimités, il faut prendre des mesures d'urgence, peut-être d'exception, pour créer des endroits pour pouvoir effectivement incarcérer ces profils-là qui sont extrêmement dangereux et on le vit au quotidien. On a régulièrement des alertes. On a eu un Carville, mais régulièrement on a des problèmes sur des extractions judiciaires où on a ces détenus qui, comme je vous le disais, ont des moyens illimités et donc qui arrivent à communiquer avec l'extérieur malheureusement. Et on n'a pas les moyens ni humains ni matériels des fois de lutter contre ça. Et votre invité l'a dit sur le plateau, effectivement, des fois, on est obligé de baisser l'intensité des brouillards. L'administration n'a pas le courage de ses ambitions parce qu'on craint les émeutes. Et aujourd'hui, si on a une émeute dans une prison, on n'a plus de place. Aujourd'hui, au 1er novembre, 81 000 détenus incarcérés pour 61 000 places. Ça, c'est notre réalité quotidienne. Joseph Tounel. Alors, Gérald Darmanin, dans l'idée, il a raison de vouloir isoler. Mais d'ailleurs, une prison, c'est un lieu fermé où normalement on ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir comme on veut. Donc on a un peu de mal à comprendre ce qui s'y passe. On comprend très bien. Ça a été dit, le risque des émeutes, etc. Mais de toute façon, mettre d'office en isolement, ce n'est pas possible aujourd'hui où il faut changer la loi. C'est possible que si c'est une sanction. Donc si c'est une sanction, on ne peut pas dire « vous êtes un gros trafiquant, je vous mets en isolement ». Donc il faut changer la loi. Et Béatrice Bougère l'a très bien dit, c'est très compliqué derrière avec les appels, etc. Est-ce qu'il y aura la volonté de changer les textes pour faire en sorte que quand on décide de mettre quelqu'un en isolement, il est en isolement sans passer par un tas de procédures. Là, on va s'affronter à l'Europe, les droits de l'homme. Donc on voit très bien les difficultés énormes. Et puis... moi, j'ai été frappé de voir les images qu'on a eues ces derniers temps, ces colis pour Noël qui passaient... Plus de 200 colis dans la prison de Nantes. Bien justement, prison de Nantes, où on interroge un des gardiens et qui dit « mais quand ça arrive dans la cour, quand les prisonniers sont là, nous, de toute façon, on ne peut rien faire. Nous sommes une prison. » Alors, j'en veux pas du tout à ce gardien. Il ne peut que constater. Il donne une réalité. C'est-à-dire, qui fait la loi en prison ? Et on a vu très bien les menaces et cette responsable de la prison à Marseille qui a été exfiltrée parce que menacée de mort. Menacée de mort, oui, on en a parlé. Voilà où nous en sommes. Ça veut dire que le travail, il va être long, il va être lourd, il va être difficile et ça va demander beaucoup de courage et de détermination pour arriver à résoudre ces affaires. Jonathan Sicsou et Bernard Cohen-Haddad, et ensuite on parle du duo Retailleau-Darmanin.
D'abord, réaction sur ces mesures. Peut-être que ce duo fera justement évoluer les mentalités. Béatrice Brugère, vous le disiez ce matin, on va la réécouter dans quelques instants. La France connaisse le même sursaut que l'Italie, après l'assassinat du juge Falcone. Mais pourquoi les prisons sont ce qu'elles sont aujourd'hui? Pourquoi il y a l'histoire de la paix sociale, effectivement, mais pourquoi, comme le disait parfaitement le syndicaliste que vous avez interviewé, les fouilles sont allégées? Nous sommes les héritiers de la doctrine imposée par Christiane Taubira et Nicole Belloubet, qui, au nom des droits de l'homme, au nom d'une sorte de justice transcendantale, ferait que les prisonniers en prison ne doivent pas avoir l'impression d'être en prison. C'est au nom de cette vision absolument hallucinée que Christiane Taubira a fait retirer tous les filets qui étaient au-dessus des cours des prisons de France, parce qu'il c'est écrit dans ces décrets, il ne doit rien avoir entre le prisonnier, visuellement parlant, entre le prisonnier et le ciel. Le prisonnier doit avoir des nuages comme tout le monde et ne doit pas avoir des barreaux ou un filet au-dessus de lui. Vous paraît délirant, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez balancer par-dessus un mur un colis, des téléphones, qu'il y a des livraisons par drone qui ne sont plus du tout du fait divers. Si on refaisait, avant même de pouvoir se dire on ne va plus avoir de téléphone portable. Ah oui, puis il y avait l'allègement également de la fouille. Effectivement, aujourd'hui, les proches qui vont visiter quelqu'un ne sont pas forcément fouillés. Et s'ils le sont, ce n'est pas la fouille qui empêcherait de pouvoir rentrer avec une puce téléphonique, avec un téléphone ou autre. Ce sont les décisions prises sciemment par Nicole Belloubet et Madame Taubira qui ont fait que nous en sommes là aujourd'hui. Donc s'il y a, comme vous le disiez, ce duo Darmanin... On va en parler. Retailleau, peut-être parce que c'est pas parce qu'on a tout détricoté qu'on ne sait plus recoudre. Donc peut-être qu'ils y arriveront. Bernard Cohen-Haddad, très rapidement, un dernier mot sur les mesures, les premières mesures et le plan de route de M. Darmanin. Et ensuite, on écoutera Béatrice Brugère que j'ai interrogée sur le duo, justement. Vous verrez sa réponse. Oui, mais Gérald Darmanin est déterminé, comme Bruno Retailleau l'est également, mais il manque 3 milliards d'euros pour faire en sorte que ça fonctionne et que les choses qui n'ont pas été faites puissent être enfin rétablies. Ouais, mais vous avez vu ce qu'a dit Gérald Darmanin, je vous interromps. Je n'ai pas été nommé si on ne me donne pas les moyens de pratiquer ma politique. Et je pense que la gouverne. Ça ne coûte pas 3 milliards d'euros. Voilà, et il avait rendez-vous aujourd'hui d'ailleurs. Thierry, c'est aujourd'hui qu'il avait rendez-vous. 2 ou 300 millions. Ouais. Voilà. On verra ce que peut faire le budget de l'État dans un contexte où tout le monde demande plus à son ministère et que les Français veulent des économies et demandent qu'on fasse aussi des économies en matière d'aide publique. Donc, pourquoi pas? On espère que ça marchera. Alors, le duo, le fameux duo. Qu'en pense Béatrice Brugère? Écoutez, sa réponse, il y a un petit côté humoristique quand même. Sérieux, mais humoristique. Écoutez, moi, je ne suis pas un juge aux affaires familiales, mais si ce couple perdure au-delà des statistiques, on en sera absolument très heureux. Il est bien évident, et c'est ce que nous on réclame depuis longtemps, que s'il n'y a pas de cohérence entre l'action du ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, 1, on a des zones de blocage, 2, on a des zones de crispation, 3, on ne sert pas l'intérêt général. Donc chacun dans son domaine, avec intelligence et pertinence, doivent évidemment travailler pour l'intérêt général. Je leur souhaite longue vie. Voilà, c'était Béatrice Brugère. Et c'est vrai que c'est un duo qui est attendu par les Français, Judith Vintraud. Oui, parce que et voire même plébiscité, on le disait avec Florian Tardif ce midi. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur des personnalités non seulement compatibles, mais pas antagonistes. Il y a une espèce d'antagonisme qui a été installé comme une tradition française et parfois tradition respectée par la droite aussi d'ailleurs depuis des décennies, selon lequel le gentil était place Vendôme et le méchant place Beauvau. Résultat, ça ne fonctionnait pas. Donc on peut penser que ça puisse fonctionner. On va poser la question à Emmanuel Chambaud. Est-ce que c'est le bon casting, les deux bons castings selon vous?
Alors, si vous le permettez, je voudrais juste revenir à ce que j'ai entendu 2 ou 3 choses qui ne sont pas totalement vraies et je voulais le dire. Allez-y, Emmanuel Chambaud. L'isolement, ce n'est pas une sanction, l'isolement, c'est une mesure administrative qui peut être prise par l'autorité administrative, donc l'administration pénitentiaire, ou par le magistrat qui souhaite placer à l'isolement un détenu. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu sur votre plateau. Et deuxième chose, concernant effectivement l'angélisme dont ont fait preuve les politiques en général, parce que cibler les 2 dernières ministres, je rappellerai que la loi pénitentiaire, elle date de 2009. Et sauf à me tromper, à l'époque, ni Christiane Taubira, ni Paul Belloubet n'étaient à la tête du ministère de la Justice. C'est pas elle qui a fait voter cette loi, qui a supprimé également les fouilles à corps, qui étaient obligatoires avant pour les détenus dès lors qu'ils étaient en contact avec l'extérieur. Voilà, c'était juste pour établir. C'est pour ça que j'ai parlé de la droite aussi. Tout à fait. Non, mais voilà, sans faire de politique, voilà, il faut juste recadrer dans la temporalité. Et je n'oublie pas ma question, Emmanuel Chambaud. Bon casting à l'intérieur et la justice. Oui, non, est-ce que ça sent plutôt bon? Eh ben, on dirait que ça sent mieux engagé que sous l'ancien gouvernement, parce que rappelez-vous, entre M. Retailleau et M. Migaud, les premiers échanges n'avaient pas été aussi cordiaux entre eux, donc tant mieux pour nous. J'espère qu'ils travailleront en harmonie, puisque nous, la police fait son travail, elle arrête, les magistrats prononcent les condamnations, et c'est à la pénitentiaire de prendre en charge les condamnations qui sont prononcées. Donc effectivement, on a tout intérêt à fonctionner ensemble, ça relève du bon sens. Merci beaucoup, en tous les cas. Jonathan Sicsou. Il y a une question qu'il faut se poser en plus, évidemment, entre guillemets, ou a priori, que ce duo peut fonctionner. Mais ensuite, la donne fondamentale, c'est le temps qu'ils auront pour fonctionner. Est-ce qu'ils seront encore là à la fin du mois de janvier? Est-ce qu'ils seront encore là à Pâques? Bien malin celui qui pourrait vous répondre aujourd'hui. Mais si vous voulez, actuellement, oui, ça pourrait marcher. Mais encore faut-il leur laisser le temps. Sur le papier, en tous les cas, exactement, on a un coup plutôt cohérent. Exactement. Ça, c'était Joseph Tournel. Juste une petite précision. Notre interlocuteur a raison, c'est un acte administratif, mais c'est une sanction administrative, donc elle doit être motivée. Et dire c'est un gros bonnet n'est pas une motivation suffisante pour mettre à l'isolement. Voilà. D'où le fait que sinon, il y a recours sur recours et l'administration perd. Emmanuel Chambaud, vous voulez réagir ou pas? Allez-y, n'hésitez pas. Oui, alors ce n'est pas une sanction, je te dis, c'est une mesure qui est prise. Effectivement, il y a un débat contradictoire qui s'instaure. Et dès lors, effectivement, s'il n'est pas motivé, vous avez raison, on serait condamné. Sauf qu'au regard des faits et des personnalités qu'on met à l'isolement, on a très peu de condamnations par rapport au nombre de personnes qu'on met à l'isolement. Voilà. Après, il y a eu des condamnations sur peut-être des isolements abusifs, mais c'est quand même à la marge. Bon, voilà. Je ne crois pas que la personnalité soit une motivation suffisante. Mais il faut être clair. Et dans Punchline, et sur Europe 1 et sur CNews, on essaie d'être le plus limpide possible. Sur le binôme, première question, ça va bien se passer. Peut-être que ça se passera moins bien à l'approche des présidentielles. Encore faut-il que ce gouvernement... commencez pas à casser cet élan, Joseph Tournel. Commencez pas à casser cet élan. Voilà. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin l'a dit, on va travailler ensemble. C'est vrai, Florian Tardif. Oui, non, mais c'est plutôt une bonne chose. Imaginez quelqu'un qui essaierait d'avancer, puisque c'est un petit peu ça, finalement, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, c'est la jambe gauche et la jambe droite. Peu importe d'ailleurs l'étiquette politique, c'est la jambe gauche et la jambe droite de l'État. Essayez d'avancer avec une jambe droite qui part vers l'arrière et une jambe gauche qui part vers l'avant. C'est plus compliqué. Le grand écart, vous n'avancez pas. C'est ce qui se passait ces dernières années. Et on en est à la situation actuelle que l'on décrit malheureusement depuis des mois et des mois. Là, il y a un tout petit peu de cohérence. Certes, ils ne viennent pas tout à fait de la même droite, si on regarde précisément dans le détail, mais ils souhaitent aller dans la même direction aujourd'hui. Et c'est plutôt une bonne chose, je pense, et en tout cas, vraisemblablement, selon les dernières études d'opinion, ils répondent à un besoin de la population. Et une attente. À une attente. Et même, je dirais plus, à un besoin réel exprimé à de nombreuses reprises sur ces sujets-là, puisque lorsque l'on parle, y compris de la situation politique, plus globalement en France, où on dit qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, certes, à l'Assemblée nationale, mais il y a une majorité lorsque l'on pose certaines questions à la population sur de nombreux sujets. Et les sujets régaliens, par exemple, la plupart du temps, peu importe la question que vous posez sur ces sujets régaliens, vous avez 7 Français sur 10 qui sont d'accord. La majorité, elle est là.
Ça sera le mot de la fin. Je remercie Emmanuel Chambaud, qui est secrétaire général de l'UFAP, UNSA, Justice. Merci d'avoir accepté de participer à ce Punchline et sur CNews et sur Europe 1. Merci les amis de m'avoir accompagné. Je voulais remercier l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission. Déborah Smadja, Céline Génaud, Loubna Daoudi, Axel Thomas, Clara Bouvier-Desnaux, Maureen Vidal pour l'information. Merci à la programmation, Nicolas Nissim et Raphaël de Montferrand. La suite de nos programmes sur CNews, c'est Christine Kelly et Face à l'info. Et sur Europe 1, vous retrouvez Stéphanie Demuru. Belle soirée sur Europe 1 et sur CNews.